Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être parmi nous pour un nouveau numéro de Politique. Une coalition ou un effectif d'avocats et d'ONG vient de déposer de nouvelles plaintes contre le Maroc devant le CAT, qui n'est autre que le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Le collectif exige la libération des prisonniers sahraouis condamnés sur la base d'aveux obtenus sous la torture, notamment ceux de Gdeim Izik, les oubliés de l'histoire. Du moins, c'est bien ce que voudrait faire le Merzen, à savoir faire oublier que dans ces geôles existent des Sahraouis dépouillés de leurs droits le plus élémentaire, celui d'un procès équitable et surtout d'un traitement humain. Retour sur une pratique millénaire qui s'érige en norme dans un pays qui offre le faste en façade et l'ignominie dans les coulisses de la politique, une politique bâtie sur l'hypocrisie du discours et de l'acte. Le débat est lancé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour en parler justement de la question. Nous recevons avec beaucoup de plaisir ici présent tout à l'heure monsieur Saïd Ayachi, qui est président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Nous avons également par Skype madame Claude Mangin Asfari, militante pour la cause sahraoui, mais également épouse du détenu Narma Asfari dans les prisons marocaines depuis 2010 dans l'affaire de Gdeim Izik. Nous avons par Skype également et depuis Paris, Madame Ingrid Metton, qui est avocate. Maître Metton, bonsoir. Madame Claude Mangin, bonsoir. Merci, mesdames, de vous joindre à nous pour ce débat. Merci pour votre invitation. Bonsoir. Merci à vous. Alors, pour commencer, il s'agit d'une association internationale des juristes dont vous faites partie, il me semble, n'est-ce pas, Maître Ingrid Metton? Alors, il s'agit plus précisément d'une coalition d'avocats, de juristes et d'ONG qui sont et françaises, et sahraouis, et internationales. Donc, c'était une véritable coalition de personnes et de juristes qui se sont alliés pour réussir à faire enfin émerger la vérité sur les conditions d'arrestation et de détention de ces prisonniers politiques dits du groupe de Gdeim Izik. Avocat justement a exigé que les Sahraouis soient libérés. Alors ce n'est pas la première fois qu'il y a un collectif de ce genre. C'est quoi la nouveauté aujourd'hui ? La nouveauté, c'est déjà la taille de ce collectif qui, je pense, dans un collectif qui mène des actions tangibles, n'a jamais été aussi grand. C'est aussi la pluralité des associations. Et puis, c'est surtout que c'est le nombre de plaintes que nous avons réussi à déposer, puisque 4 plaintes ont été déposées au mois de juin et dans ce mois de novembre, pour les 12 ans, le triste anniversaire donc des 12 ans du démantèlement du camp, nous allons déposer 6 nouvelles plaintes. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, le Comité contre la torture des Nations Unies devra enquêter sur 10 cas. 10 cas de prisonniers politiques et de défenseurs des droits de l'homme. Alors Ingrid, je termine avec cette petite question avant de passer justement à Claude Mangin pour qu'elle nous dise un peu plus ou nous donne un peu plus de détails sur la question. Alors, qu'est-ce que ces plaintes vont amener de nouveau pour les prisonniers sahraouis, en l'occurrence ceux de Gdeim Izik qui croupissent encore dans les geôles marocaines? La première chose qu'amènent des plaintes, c'est un retour à l'humanité et un retour à la dignité. Parce que ce que la torture, parce que je rappelle que ce sont des plaintes pour des allégations de torture commises sur ces prisonniers. La torture est un des crimes les plus graves au monde parce que son but est de déshumaniser les gens. Lorsqu'on torture un être humain, on torture l'humanité tout entière. Donc la première chose, c'est déjà ramener ces personnes que l'État marocain tente de faire sortir de l'humanité, dans l'humanité, et de leur redonner de la dignité. Ce que nous souhaitons aussi, c'est que le Maroc libère sans délai les prisonniers parce qu'ils ont été condamnés sur uniquement la base d'aveux obtenus sous la torture. Donc le Maroc nie évidemment avoir torturé les personnes que l'on accompagne. Si le comité
contre la torture condamne à nouveau, parce que ce ne sera pas la première condamnation du Maroc, condamne à nouveau le Maroc, on se dit que peut-être l'État marocain reviendra à la raison et reconnaîtra que ces condamnations sont illégales et que les détentions sont arbitraires et libérera sans délai les prisonniers. Oui, mais il faudrait une pression quand même. Il faudrait que le comité et le collectif exercent une pression parce que depuis 2017, il y a eu quand même l'appel en cassation, ça n'a pas marché puisque c'est là où les plus lourdes peines ont été donc prononcées à l'égard de ces prisonniers. Alors qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui ou qu'est-ce qui donne la garantie qu'aujourd'hui peut-être que le cas de ces prisonniers sera, si vous voulez, revisité entre guillemets? J'aime à croire, je crois profondément en la justice, sinon je ne serais pas avocate, et j'aime à croire que si demain il y a 10 nouvelles condamnations, peut-être que l'État marocain comprendra qu'il doit arrêter de mentir. Oui. Et qu'il doit revenir à la raison. Cette pression, pour moi, est une pression du nombre. Ce n'est pas un cas, 2 cas, 3 cas, ce sont 10 cas qui s'ajoutent aux 3 condamnations existantes pour les prisonniers de Gnamizik et aux très très nombreuses condamnations du Maroc pour d'autres prisonniers, évidemment. Oui. Très bien. Alors, je veux passer à Madame Claude Mangin Asfari. Je rappelle à nos téléspectateurs, Madame Claude Mangin, que vous êtes l'épouse de Nerma Asfari. Nerma Asfari, qui est très célèbre d'être, parce qu'il a été arrêté justement dans l'affaire de Gnamizik et il est toujours en prison. Alors, j'aimerais parler à l'épouse et non pas à la militante, en sachant pertinemment que pour vous, c'est un petit peu indissociable. Alors, dites-nous aujourd'hui, comment se trouve et dans quelle situation se trouve aujourd'hui votre époux dans la détention et bien sûr avec lui d'autres noms et d'autres Sahraouis qui sont détenus? Eh bien justement, Nama a pu me téléphoner aujourd'hui, donc nous avons pu échanger sur ce dépôt de plainte que nous avons annoncé hier, le jour anniversaire du démantèlement de Gnamizik et le lendemain de son arrestation, puisque comme vous le savez, Nama a été arrêté la veille du démantèlement et des événements qui ont eu lieu pour lesquels il a été condamné alors qu'il n'était pas présent puisqu'il était déjà dans les mains de ses tortionnaires. Et justement, il m'a dit qu'il avait vécu cet anniversaire de la nuit du 7 au 8 physiquement, puisqu'il a subitement eu mal dans le dos, un point dans le dos, qui lui a fait se souvenir de la torture qu'il avait subie dans la nuit du 7 au 8 novembre 2010. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'effectivement, le corps a une mémoire. Et il m'a dit aussi cette phrase, « Le corps de l'être humain est sacré, absolu. Personne ne peut y toucher. » Et il dit, ça me fait penser aussi au viol des femmes, aux enfants battus. Et chaque fois qu'on touche le corps de quelqu'un, comme l'a dit Maître Metton, on nie la dignité humaine des personnes. Et il dit que s'il n'était pas passé par cette souffrance, il n'aurait pas compris ce que vivent bien d'autres victimes de violences de par le monde. Oui, alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire, Madame Claude Mangin, que vous êtes encore en contact avec votre mari. Alors est-ce que le seul contact qu'il vous reste, c'est par téléphone, c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça, et puisque je suis interdite de séjour au Maroc depuis octobre 2016, que j'ai été expulsée 5 fois, j'ai eu le droit d'y retourner une fois en janvier 2019, c'est-à-dire il y a 3 ans, c'est-à-dire une visite en 6 ans, grâce à la grève de la faim que j'ai tenue à la mairie d'Ivry en avril 2018 et qui a permis que je puisse retourner au Maroc. Cependant, Nama a tenu à préciser, parce que comme vous le savez, toutes les conversations téléphoniques, il a droit à 2 fois 5 minutes par semaine avec moi, toutes les conversations téléphoniques sont surveillées puisqu'il ne peut pas téléphoner s'il n'y a pas un gardien francophone avec lui. Donc il a tenu à le dire qu'il appréciait de pouvoir continuer à me parler et qu'à l'intérieur de la prison, il y avait des gardiens humains, il y avait des personnes humaines qui les aidaient, ce qui leur permettait de tenir. Très bien. J'en témoigne ici, bien sûr, puisqu'il me l'a dit. Oui, et c'est vrai que nous n'avons plus le droit de nous voir, mais ni même pas de voir du tout, puisque c'est uniquement des conversations téléphoniques, mais elles ont le mérite d'exister et c'est très important pour nous deux.
Alors, c'est un témoignage quand même vivant. Vous venez de nous faire part là d'un témoignage assez vivant. Est-ce que, Madame Mangin, est-ce que les prisonniers sont en contact les uns avec les autres ou est-ce qu'ils sont isolés? Comment se passent, si vous voulez, les conditions de détention? Est-ce qu'il a le droit de vous en parler? Donc, il est à la prison de Kenitra et dans cette prison, ils y sont sept du groupe de Gdemizik, dans le même quartier, isolés des autres prisonniers de droit commun, et ils ont chacun leur cellule. Ils ont un droit de visite, un droit de sortie dans la cour extrêmement limité, puisqu'ils n'ont droit qu'à une sortie par jour pendant 1 heure dans une petite cour qui n'est pas au soleil. Et puis, donc, un droit de téléphone extrêmement limité, puisqu'ils ne peuvent téléphoner qu'aux membres de leur famille qui portent le même nom. Ce qui fait que pour Nama, par exemple, il n'y a que moi et ses 2 frères qui portent le nom Asfari. Et puis, ses camarades sont extrêmement blessés dans leur chair et dans leur esprit. Il me dit toujours qu'ils ont des blessures psychiques et psychologiques dues à la torture extrêmement, qui les perturbe beaucoup. Et il m'a dit leur joie quand ils ont su que leur nom avait été cité dans les plaintes que nous déposons ce mois-ci auprès du CAT. C'est leur rendre leur dignité, c'est leur permettre d'exister et de nommer leur souffrance. C'est extrêmement important. Je pense que Maître Metton, qui a participé au procès en appel et qui a entendu les témoignages de torture et qui a pu avoir accès aux expertises médicales qui avaient été obtenues par le tribunal, pour le tribunal, peut vous en parler plus, puisque évidemment, dans la plainte, il est décrit de manière très précise les tortures qui ont été subies qui ont été infligées aux prisonniers. Oui, très bien, Madame Claude Mangin. Monsieur Saïd Ayachi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons donc d'écouter un petit peu le témoignage de Madame Asfari, qui n'a pas vu son époux depuis 2010. Je veux dire, les conditions de détention ne sont pas totalement au beau fixe. On témoigne de cela, Madame Asfari. Nous avons également écouté Madame Ingrid Metton, qui parlait justement de ce collectif qui s'est un petit peu mobilisé pour revoir un petit peu le statut de ces prisonniers, en tous les cas, pour chercher au moins à libérer ces prisonniers. Alors, Monsieur Saïd Ayachi, aujourd'hui, devant tout ce tumulte, une commémoration quand même assez douloureuse, parce que ça laisse quand même un arrière-goût d'amertume, étant donné qu'il y a encore des prisonniers de l'affaire Gdemizik en prison, et dans quelles conditions? Oui, permettez-moi tout d'abord de saluer mon ami Claude Mangin Asfari et lui dire toute l'amitié que j'ai pour elle. Et évidemment, elle sait très bien que le mouvement de solidarité l'accompagne, entre autres le mouvement algérien de solidarité. Je voudrais aussi saluer Maître Metton, avocate qui, par son courage, comme tous ses collègues de la profession, ont fait preuve d'être plus que des avocats, ce sont des militants de la dignité, de la liberté et de l'indépendance. Pour répondre à votre question, en fait, on commémore Gdemizik d'abord pour dire à ceux qui sont dans les prisons marocaines, et quelles prisons marocaines, madame? S'il faut en donner quelques références, la liste est très longue. Tazmamalt, on sait ce qui se passait à Tazmamalt, des choses qui... c'est l'enfer sur terre, en fait. Non seulement Tazmamalt, mais aussi les autres prisons marocaines. Et donc, nos frères sahraouis qui séjournent maintenant depuis 12 ans, 12 longues années, et qui sont condamnés pour certains à perpétuité. La peine la plus légère, si on peut dire, si le terme est applicable et correct, c'est 30 ans. C'est 30 ans. Et donc, c'est aussi des prisonniers qui sont quotidiennement exposés à l'intimidation, au mépris, bien sûr à des brimades, qu'on ne sait pas de véritables tortures, quand l'un d'entre eux essaye de montrer une certaine facette de sa personnalité. Nama Asfari en sait quelque chose, il a témoigné.
Mais on commémore Gdimizig d'abord pour leur rendre hommage, pour leur dire qu'on ne les oublie pas. On commémore aussi Gdimizig pour dire à la face du monde, regardez ce régime, pour certains qui l'appuient, qui le soutiennent, regardez ce qu'il fait ce régime, avec toutes les exactions que le Makhzen opprime la population marocaine, mais aussi ce qu'il fait contre les Sahraouis qui revendiquent donc pacifiquement, comme cela s'est passé à Gdimizig, pacifiquement pour un droit qui leur est reconnu, par les juridictions internationales et par le Conseil de sécurité lui-même dans plusieurs résolutions. Mais malgré cela, n'est-ce pas, c'est pratiquement un silence assourdissant de la communauté internationale, et qui plus est devant des cas, puisque le Maroc a déjà été condamné par le comité contre la torture, on ne voit rien venir. Le Maroc n'est même pas rappelé à l'ordre, encore moins sanctionné pour cela. Et les dossiers qu'ont présenté Maître Mettan et ses collègues sont tout à fait conformes aux critères de documentation des instances internationales, et donc ils sont plus que recevables. Et ils sont reçus, ils sont étudiés, ils sont approuvés. Le Maroc, je le répète encore, a été condamné pour 2 cas au moins en 2016. Mais malgré cela, le Maroc n'est pas rappelé à l'ordre. Oui, le Maroc n'est pas sanctionné. Le Maroc jouit d'une impunité totale dont on ne sait pas d'où elles viennent. Et permettez-moi d'ajouter, dans ce cycle d'étonnement face à l'impunité, le Maroc a démantelé la MINURSO en 2016. Il l'a démantelé carrément, il a renvoyé la partie civile de la MINURSO. Et personne ne l'a rappelé à l'ordre. Le Maroc spolie quotidiennement, depuis des années, les ressources naturelles du Sahara occidental. Le Maroc a entravé les missions des envoyés personnels du secrétaire général. Il ne les laisse pas travailler, au vu et au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Et donc, c'est cette impunité qu'on dénonce, nous, non seulement d'abord les Sahraouis, bien sûr, et les personnes qui sont concernées, mais aussi le mouvement international de solidarité, parce qu'on se demande d'où le Maroc tire cette protection, d'où le Maroc tire cette arrogance qu'il a, et qu'il peut défier la communauté internationale. Oui, je torture, oui, j'exerce, oui, j'opprime, et personne ne fait rien du tout. Et donc, quand on commémore Gdimizig, c'est aussi, encore une fois, bien sûr, rendre hommage aux victimes, dire aux prisonniers sahraouis que nous sommes toujours là et que nous ne les oublions pas, et surtout dire à la communauté internationale, mais enfin, quand est-ce que cette communauté internationale, qui se gargarise de beaux discours sur l'humanité, sur les droits de l'homme et sur je ne sais quoi d'autre encore, mais face à ce que fait le Maroc et sa soldatesque et son Makhzen, ne bouge pas. Oui. Très bien, M. Riachi. Tout à l'heure, j'aurais envie de donner quelques noms des prisonniers qui sont toujours restés dans les geôles marocaines, juste un petit peu pour humaniser, parce que ce ne sont pas que des chiffres, c'est aussi des êtres humains. Je ne sais pas si le fait de donner leur nom va peut-être contribuer un peu à imaginer ces gens-là en détention. Alors, je vais commencer par donner quelques noms, bien sûr pas dans l'ordre, mais je vais commencer par Naama Abdi Asfari, 30 ans, donc la réclusion 30 ans, il est à la prison de Qnitra. Sidi Abdallah Ahmed Sidi Abda, réclusion à perpétuité à Tiflet. Nous avons également M. Abdellahi El-Wali, Khafaouni, qui est à réclusion, donc perpétuité. Ce que nous allons remarquer par contre, et les noms, c'est pas ça qui manque, puisqu'ils sont au nombre quand même de 19, c'est les peines. Alors nous avons des peines à perpétuité à 20 ans, 40 ans, 25 ans. Je veux dire que ce sont assez, Madame Ingrid, mettons, ce sont des peines assez lourdes. C'est toute une vie qu'ils vont passer en prison si rien n'est fait justement pour revoir leur procès. Après tout, ce sont des détenus d'opinion. Oui, exactement. Je rappelle quand même que le campement de Gdimizig, c'était un campement qui était pacifique et qui voulait dénoncer l'oppression du peuple sahraoui par le Maroc, une oppression économique, sociale et politique, totalement pacifique. Et que depuis ce 8 novembre, s'est abattu sur les manifestants, sur les militants et sur les personnes emprisonnées, une violence qui est innommable.
parler avec certains prisonniers, parce que j'ai pu parler avec certains, mais pas tous, malgré le fait que je sois leur avocat. On m'a refusé de leur parler à tous. Entendre ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient subi. Je parle de torture, je parle de viol, depuis 12 ans, des placements à l'isolement, des interdictions de voir leur famille. C'est une violence absolument inhumaine. Et par-dessus ça, pourrait s'ajouter l'idée que de toute façon, ils vont finir leur vie en prison, dans ces prisons insoutenables. Eh bien, vous voyez, tous ces prisonniers dont vous avez cité le nom, les autres, puisqu'ils sont 19, et tous les autres prisonniers politiques sahraouis, ils ont une force et un courage que peut-être il y aura une lumière au bout de ce tunnel infernal. Et c'est pour cela qu'ils continuent à saisir le comité onusien. C'est pour cela qu'ils continuent à se battre, parce qu'ils croient quand même que quelque part, il y aura un jour une solution et il y aura un jour une libération. Parce que sinon, il est vrai qu'il y a de quoi devenir fou face à une telle violence, à un tel acharnement. Oui. De quoi devenir fou. Mais ils tiennent bon et ils ont vraiment tout mon respect. C'est un honneur pour moi de les représenter. Très bien. Monsieur Saïd Ayachi, pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui les autorités marocaines refusent absolument de mener des enquêtes indépendantes, eux qui créent toujours à des allégations au fait que ce qui est reproché, leur est reproché n'est pas vrai? Alors pourquoi refuse-t-on une enquête indépendante dans ces cas-là pour permettre d'établir la vérité? D'abord, votre question est pertinente, mais d'abord on peut se poser une question préjudicielle, c'est de dire est-ce qu'elles accepteraient une enquête réellement indépendante? Parce qu'ils savent très bien que s'ils acceptaient une enquête réellement indépendante, bien entendu, une fois de plus, il y aura d'abord ce qui est su, c'est-à-dire la torture, la répression, les viols, les exécutions extrajudiciaires, les bastonnades, etc., qui seront faits par cette enquête. Mais en fait, vous savez, même cette enquête indépendante, quelque part, c'est pour ça que je voudrais poser la question de dire, mais pourquoi le Maroc reste impuni? C'est ça la question, je pense, de fond. Pourquoi? Il y a plus d'une cinquantaine de rapports qui prouvent, qui ont documenté, qui ont analysé, qui ont gravé sur le marbre les violations de droits de l'homme par le Maroc au Sahara occidental. Oui. Et pas des moindres. Amnesty International, Frontline, Human Rights Watch, oui. Le Parlement européen, le fameux rapport Tannock en 2013, oui. qui est très parlant sur la question. La Fondation Kennedy, qui est venue sur place et qui a vu comment cela se passe. Mais le département d'État US qui, chaque année, rapporte ces violations de droits de l'homme. Et maintenant, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui fait que le Maroc n'est pas interpellé sur ces trucs? C'est ce travail que font Ingrid Beton et ses collègues est un travail formidable parce que d'abord, je crois, et aussi bien Claude que Maître Beton seront d'accord avec toi, ça donne effectivement de l'espoir aux prisonniers. On s'occupe de nous, on ne nous oublie pas. Et ça aide à tenir quand même dans un enfer carcéral que sont les prisons marocaines. Mais plus que cela aussi, il ne faut pas s'arrêter de dénoncer ces choses-là. Et le travail que font ce collectif d'avocats est une autre forme de dénonciation technique, parce que juridique, parce que documentée, parce que confectionnée selon les critères de l'ONU. Nous vous disons que le Maroc opprime, nous disons que le Maroc torture, nous disons que ces prisonniers, d'ailleurs ce qui nourrit leur espoir, c'est que leurs condamnations sont sans preuve. Oui, absolument. Les seuls aveux qu'ils ont eus, c'est sous la torture, et le droit international ne reconnaît pas des aveux extorqués sous la torture. Et par conséquent, il y a, à l'espoir de savoir qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux, qui ne les oublient pas, il y a aussi l'espoir qu'un jour, la vérité finira par ressurgir. Demain, le Sahara occidental, je suis de ceux qui ne perdent pas espoir et qui même militent pour ça, et jour et nuit, c'est que le Sahara occidental sera indépendant et ils connaîtront la liberté pour revoir leur pays de leurs ancêtres. On le
le souhaite de tout notre cœur. Madame Claude Mangin, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais quand même vous donner la parole pour conclure. S'il nous reste encore quelques secondes, je vais essayer de répartir la parole sur mes invités. Madame Claude Mangin, dites-nous, est-ce que vous avez perçu chez votre mari et bien sûr chez les autres détenus quand même une note d'espoir, le fait de s'accrocher quand même et d'avoir cet espoir qu'un jour ils seront libres? Est-ce que vous avez eu dans vos discussions ce genre de propos? Disons que mon mari me dit souvent, de toute façon, je suis prêt à rester en prison jusqu'à la mort. Donc je suis prévenue. Mais nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il soit libéré, bien entendu. Et nous y croyons dur comme fer, parce qu'un beau jour, vu la conjoncture internationale, il faudra bien que le Maroc applique les décisions de l'ONU. Nous avons vu depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons vu que la communauté internationale était capable de sanctionner un pays, de ne pas reconnaître le fait accompli. Alors nous attendons que cette même communauté internationale fasse la même chose pour le Sahara occidental et pour les Sahraouis. Et ils le feront, j'en suis persuadée. Merci beaucoup, Madame Claude Mangin. Je rappelle que vous êtes militante pour les droits des Sahraouis, mais également l'épouse de Niama Asfari, détenue dans les geôles marocaines depuis l'affaire de Gdeim Izik. Merci beaucoup, Madame Ingrid Metton, ou Maître Ingrid Metton, qui est avocate de ces militants ou de ces Sahraouis qui sont en geôle. Merci. En plus, c'est votre première intervention sur notre chaîne. J'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Merci également à vous, Monsieur Saïd Ayachi, pour avoir accepté notre invitation et enrichi le débat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro et un autre sujet. Au revoir.